Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, Aliou. Monsieur le ministre, Lula da Silva est de retour aux affaires au Brésil après sa victoire à la présidentielle du 30 octobre dernier. Qu'est-ce qui a pu faire sa force durant la campagne? Vous savez, Lula, sa force, il la tire de son bilan. Parce que c'est le seul président de l'histoire du Brésil qui a fait sortir les pauvres, les noirs, de la misère. Il est du nord-est, c'est la zone où se trouvent la plupart des États qui contre les Noirs. Vous savez, l'histoire du Brésil, si on ne la connaît pas, on ne peut pas comprendre qu'est-ce qui fait la force de cet homme-là. Vous savez, le Brésil, comme tous les pays d'Amérique latine et d'Amérique du Nord qui ont recueilli les Africains déportés, mis en esclaves, le Brésil fait partie de ces pays qui ont tardivement accepté l'abolition de l'esclavage. Après la déclaration de l'abolition de l'esclavage universel, le Brésil a continué à pratiquer l'esclavage. Ils ont cette grande tradition, les Blancs qui étaient là-bas, grande tradition d'oppression et d'exploitation des Noirs. Ils n'ont pas voulu céder. Mais quand ils ont cédé, c'est une dictature qui s'est substituée à l'esclavage. Dictature fasciste, dure, militaire, qui a duré très longtemps et qui a maintenu les rapports d'exploitation et de domination du monde. Alors, vous voulez dire que le passé, l'histoire, l'historique fait partie également des éléments qui ont fait que Lula est de retour? C'est une question d'histoire. Parce que je pourrais même dire de l'imaginaire collectif des Noirs et des pauvres au Brésil. Parce que, voilà. Et quand lui, il est arrivé au pouvoir, il a sorti, comme je l'ai dit tout au début, les Noirs et les pauvres de la misère. Il a voté des lois, je vais vous surprendre, qui enseignent, qui rendent obligatoire l'enseignement de l'histoire africaine. Il a, par exemple, on enseigne l'histoire de l'égyptologie au Brésil, grâce à Lula. Lula a fait en sorte que on a créé des lois, des quotas, c'est une discrimination positive pour permettre aux Noirs d'accéder à l'université. Et c'est comme ça qu'une bonne partie de la classe moyenne s'est élargie vers les Noirs. Et vous voyez, si maintenant vous avez les Noirs et les Métis qui sont presque majoritaires au niveau de la population, vous voyez comment s'il y a vote, ces pauvres et ces Noirs vont voter pour Lula. Et ça remet en cause le pouvoir de l'oligarchie blanche, raciste, esclavagiste au Brésil. Le Brésil jusqu'à maintenant est dans une lutte pour l'égalité raciale. C'est un pays extrêmement raciste. Et Lula s'est montré comme le défenseur des pauvres et pour la justice sociale. Alors, il a fait 2 mandats sans problème. Il a été tout le temps réélu. Il aurait fait, si la Constitution lui avait permis de faire un 3e mandat, il aurait gagné. Vous comprenez? D'accord. Alors, quels peuvent être aujourd'hui les défis qui attendent Lula à la tête du Brésil? Le défi, c'est quoi? C'est que, justement, on a fomenté un complot international et national avec des relais nationaux, comme on l'a fait aussi au Sénégal, parce qu'à un moment donné, l'impérialisme esclavagiste colonialiste a arboré le manteau de la vertu civique pour faire ce qu'on appelle des révolutions colorées dans le monde, sous la bannière, n'est-ce pas, de la vertu civique. Ici au Sénégal, on parlait de gouvernance vertueuse. Vous voyez tous ces concepts-là. Hein? C'est des concepts dégagistes, mais qui étaient portés par un courant qui vendait, n'est-ce pas, des valeurs citoyennes, les valeurs démocratiques, pour remettre en cause justement des pouvoirs populaires, patriotiques, nationalistes. Les défis sont majeurs. Voilà. Et en ce moment-là, c'est à partir de ce moment-là que Lula a subi, quand il a quitté le pouvoir et qu'il avait permis à son successeur, Dilma Rousseff, de continuer
son œuvre, on a monté un complot au Brésil pour dire qu'il a volé, c'est un voleur, il a pratiqué la corruption. Or, le Brésil est un pays de corruptogène. Depuis l'esclavage, c'est la corruption. Mais Lula l'a trouvé comme ça, c'est comme au Sénégal. La corruption, ça n'a pas démarré avec Abdoulaye Wade. Mais il a géré les gens tels qu'ils étaient, tels qu'il les a trouvés. Mais finalement, il a été blanchi. Et quand il a été blanchi, il est revenu, il s'est porté candidat. Il a battu le représentant de, n'est-ce pas? Donc les défis, d'une manière générale, peuvent se situer dans l'aide contre la corruption aujourd'hui. Non, les deux défis au Brésil, c'est un défi géopolitique, géostratégique. Lesquels? Parce que le président Lula est un président très engagé dans la lutte internationale pour les droits des peuples. Il fait partie du forum social mondial, Lula. C'est un militant du forum mondial social. Vous comprenez? Voilà. Et voilà. Donc c'est quelqu'un qui est en lutte pour rétablir la justice sociale dans le monde et dans son pays. Il favorise les groupes sociaux au Brésil qui luttent contre l'inégalité raciale et les droits de l'homme. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui aujourd'hui est porté par ceux qui sont victimes de l'oppression historique, esclavagiste, fasciste, et qui aujourd'hui ont besoin encore, n'est-ce pas, d'achever leur combat. Donc voilà. Donc, Et alors, aujourd'hui, s'il connaît bien les affaires du pays, comment peut-il réussir à implanter sa vision? Non, il connaît très bien les affaires du pays. Parce que d'abord, c'est un syndicaliste habitué, expert en négociation. C'est un redoutable négociateur. La situation du pays est extrêmement délicate parce qu'il est président, mais il ne contrôle pas l'Assemblée. Il y a le patronat et les forces, les lobbies qui exploitent les forêts, qui exploitent les secteurs du transport, comme vous les avez vus, veulent mettre en avant leur pouvoir économique pour freiner, n'est-ce pas, en tout cas l'empêcher de gouverner. Mais il va être très habile pour jouer avec les contradictions dans le corps social pour pouvoir tirer son épingle du jeu et arriver à gouverner. Mais je fais confiance à son talent de négociateur. Il sera habile comme il a été. Parce que les Brésiliens sont aujourd'hui ce qu'ils étaient hier. Hein? Mais pendant qu'il était encore au pouvoir et qu'il a pu faire remonter les Noirs et les pauvres, n'est-ce pas, sur l'échelle économique et sociale, mais il était combattu par les forces, les lobbies financiers internationaux avec l'aide des États-Unis. Mais il est arrivé à présenter un grand bilan. Et il va faire la même chose parce qu'il est porté par le mouvement des travailleurs, n'est-ce pas? Il est porté par le mouvement des Noirs qui sont majoritaires avec les métis. Et aujourd'hui, ça c'est sa force. Et avec son talent de négociateur, connaissant bien le Brésil, avec ses alliés, parce qu'aujourd'hui aussi il y a une situation favorable dans l'environnement du Brésil. Tous les États de l'Amérique latine qui avaient basculé vers la droite sont revenus vers, n'est-ce pas, la gauche ou au centre. Et aujourd'hui, on a même 2 femmes noires qui sont vice-présidentes en Amérique latine, telles que par exemple la vice-présidente du Costa Rica, Epsi Campbell au Costa Rica, et la Hernandez qui est la vice-présidente en Colombie. Vous comprenez? Partout. Vous avez aussi à ses côtés, si vous ajoutez Nicaragua, le Venezuela et autres, donc il ne va pas être isolé, même en Argentine. Monsieur le ministre Amadou Lamine Faye, vous êtes aussi une figure emblématique de la politique ici au Sénégal. Ouais. Vous n'êtes pas seulement expert des questions brésiliennes, mais aussi sénégalaises. Démission d'Aminata Touré dit Mimi, du groupe parlementaire donc, et de la coalition Benno Bokk Yakaar aussi. Que peut traduire le départ de Mimi Touré pour la coalition? Ouais, il faut préciser d'abord que Mimi Touré était une figure politique importante pour le président Macky Sall, au point qu'il avait nommé Premier ministre, après lui avoir fait jouer un rôle extrêmement condamnable, c'est-à-dire de faire condamner Karim Wade avec la CREI,
sans pouvoir apporter la preuve de la culpabilité de Karim Wade. Aujourd'hui, avec ses ambitions de succès à Macky Sall, elle s'est vue un peu écartée au profit d'un cousin ou en tout cas parent de la femme de Macky Sall. Et ça l'a mis dans ses gonds et aujourd'hui, elle a viré dans l'opposition. Cette dame donc a une capacité de nuisance et peut extrêmement nuire à Macky Sall. Dans le contexte où Sonko aujourd'hui occupe la première position du leadership dans l'opposition. Donc, vous réjouissez qu'elle rejoigne l'opposition? Ah, elle veut jouer un rôle dans le cadre de l'opposition, mais elle traîne des casseroles, elle traîne les rancœurs des gens qui ont été victimes, n'est-ce pas, de sa politique de répression de l'opposition. Vous comprenez? C'est ça la difficulté et l'ambiguïté pour Mimi Touré. Maintenant, elle a quitté, n'est-ce pas, le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar de Macky Sall, et elle a affaibli, n'est-ce pas, la mouvance présidentielle. La mouvance présidentielle, qui ne peut plus être majoritaire. Vous comprenez? Parce que la situation au niveau parlementaire, c'est que Macky Sall est affaibli par le fait qu'il n'occupe pas la majorité des députés à l'Assemblée nationale. Quelles sont les incidences que ceci pourrait avoir pour la coalition présidentielle? Mais les incidences, c'est quoi? C'est que dans un an, moins d'un an, on va aller vers les élections présidentielles. Et aujourd'hui, Macky Sall est coincé par, n'est-ce pas, ses engagements d'abord personnels de ne pas briguer un troisième mandat, mais aussi par les dispositions constitutionnelles qui l'empêchent de briguer un troisième mandat. Mais il veut faire un forcing, et son camp veut l'amener à faire un forcing. Et Mimi Touré, justement, profite, n'est-ce pas, de ce projet de Macky Sall pour pouvoir l'affaiblir et se positionner sur l'échiquier politique. Et voilà, parce qu'elle était candidate au remplacement de Macky Sall. Et je pense que c'était le deal qui les avait liés. Mais elle s'est vue trahie, comme elle a dit, et maintenant, elle va essayer de combattre Macky Sall pour lui faire perdre le pouvoir et faire perdre le pouvoir à son parti. Alors, que peut-on attendre de Mme Aminata Touré dans les prochains jours, voire mois? Ah, mais une bataille farouche, frontale contre Macky Sall et une ouverture vers Sonko, peut-être. Je ne sais pas maintenant si Sonko va accepter cette ouverture, mais en tout cas, si elle additionne ses forces à celles de Sonko plus celles du PDS, Macky Sall va avoir un barrage, tir de barrage qui l'empêcherait de briguer un troisième mandat, c'est sûr. Est-il possible qu'on voit une jonction entre Karim Wade et Mimi Touré? Ça, je ne crois pas. Mais tout est en politique, tout est possible. C'est en fonction des intérêts du moment. Ils ont eu un contentieux sur la question de la CREI qui a fait condamner Karim Wade, et c'est Mimi Touré qui a été la maîtresse d'œuvre de cette condamnation. N'est-ce pas? Hein? Alors, donc, on peut imaginer que Karim Wade n'acceptera jamais, pour cette raison-là, de s'allier avec Mimi Touré. Mais, les deux ont en commun un ennemi commun, c'est Macky Sall. Vous comprenez? Vous pouvez, donc, dans une triade, deux toujours peuvent s'allier contre un. Deux, dans une triade, trois personnes qui s'opposent, deux peuvent s'allier contre un. Et là, on peut dire que si on approche ces élections-là, peut-être que dans les négociations, ils trouveront des espaces de convergence pour s'allier à des circonstances contre uniquement Macky Sall pour qu'il ne gagne pas le troisième mandat. D'accord. Et là, ça serait fatal pour Macky Sall. Dernière question. Il est reproché au président de la République, M. Macky Sall, de gérer de manière familiale le pays. Qu'est-ce qui peut expliquer ce type de gestion? Ah, mais non, là ça c'est des faits. Hein, parce qu'il avait dit gouvernance vertueuse et sombre, qu'il ne mettrait jamais un parent, en tout cas, nomination d'un de ses proches. Il l'a fait avec son frère. Il l'a fait avec les frères de sa femme. Donc, il a fait tout le contraire de ce qu'il avait combattu et avancé. Ça, il a fait ce qu'on appelle aujourd'hui au Sénégal une gestion dynastique. C'est la famille, sa famille et la famille de sa femme.
ça pèse lourd dans son bilan. Très lourd, et ça fait le chou gras de la presse, et ça alimente l'argument et les arguments de l'opposition. N'a-t-il pas tout simplement retenu la leçon à tirer de la gestion de son mentor, Maître Abdoulaye Wade? Il ne l'a pas retenu, au contraire, il a fait pire. On peut dire qu'il a fait pire. Ce qu'il reprochait à Macky Sall, à Abdoulaye Wade, il a fait pire. Franchement, si on veut dire les choses telles qu'elles sont. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Non, c'est moi qui vous remercie. Dernière question. Demain, c'est l'audition de monsieur Ousmane Sonko. Un mot sur ça. Justement, si aujourd'hui j'ai eu mal préparé mon entretien avec vous, c'est parce qu'aujourd'hui, le pays, pratiquement Dakar, est quadrillé par l'armée et la police. Simplement, en prévision de ce qui peut arriver demain, à l'audition, n'est-ce pas, de Ousmane Sonko sur l'affaire Adji Sarr, qui a été violé par cette femme-là de viol. Et maintenant, comme Macky Sall, comme Karim Wade et comment ça s'appelle? Ousmane Sonko. Non, Karim Wade et Khalifa Sall ont été aussi accusés et condamnés et rendus leur éligibilité, leur candidature non légale, et les gens pensent et même affirment que on vise Sonko, on veut lui le faire condamner pour l'empêcher de briguer la présidence, une candidature normale face à Macky Sall qui va se présenter au troisième tour. Mais quand même la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui, c'est anormal. Si on en juge à celle de 8 mars, où quand on avait convoqué Sonko, il y avait eu 14 morts, on peut imaginer que ce serait pire si aujourd'hui, demain il est entendu et arrêté. Parce que connaissant aujourd'hui le gouvernement de la jeunesse, comment ils sont mobilisés et engagés derrière Sonko. Global Télévision vous remercie, monsieur le ministre Amadou Lamine Faye. C'est moi qui vous remercie, Global Télévision. Et je vous remercie personnellement, Aliou, de me soumettre à vos questions. Merci beaucoup. C'est moi.